Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se tourne vers les Pyrénées-Orientales avec des histoires vraiment sympathiques. Je ne vous ferai pas la liste cette fois et préfère vous laisser le plaisir de la découverte. Alors autant commencer dès maintenant. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par ces petits contes de nos régions. L'étang, ou les étangs de Noëd, sont de ces endroits qui ont inspiré bien des légendes au fil du temps. Milieu à la fois mystique et magnifique, il va de soi que nous allons donc faire un petit tour de toutes ces petites histoires. Il est dit que jeter une pierre dans l'étang noir rend son eau trouble, bouillonnante et produit des vapeurs qui appellent des tempêtes à venir. Ou encore que certaines truies pêchées auraient la fâcheuse tendance à s'enfuir de leur poêle au cours de leur friture pour s'échapper par la cheminée. On dit aussi que le palais du diable se trouverait au fond de cet étang, car une histoire nous dit qu'un seigneur local aurait vendu sa fille au diable et qu'il l'y aurait emmenée pour qu'elle s'y échappe 7 ans plus tard et témoigne de ce qu'elle a vu. Et il y a bien évidemment une dernière histoire qui va cristalliser un avertissement donné plus tôt, celle du trésor d'un seigneur local qui s'en alla pour une lointaine expédition, laissant sa nièce pour veiller sur son château, ainsi que son immense trésor bien caché. Malheureusement pour la jeune femme, le château se fait envahir par des soldats inconnus, qui admirent assez vite être des envoyés du comte de Cerdagne, ce dernier ayant connaissance du prodigieux trésor. La nièce ne pouvant résister, offrit donc la clé et donna la localisation dudit trésor qui se trouvait au milieu de l'étang de Noëd. Les hommes se mirent en route avec la jeune femme qui indiqua alors un gros rocher en son centre, où se trouvait la pièce renfermant le dit butin. A partir de là, les soldats construisirent alors un radeau de fortune, et une fois à flot, face aux eaux noires, ils ne furent pas réellement rassurés, à tel point qu'un des soldats, de peur, lança une pierre à un oiseau, pierre qui finit à l'eau. Vous vous souvenez? Trouble et bouillonnante. Ils parvinrent au rocher, mais ne purent prendre la totalité du trésor, et ce fut bien évidemment la tempête qui eut raison de leur avarice, entraînant leur embarcation déjà lourdement chargée par le fond. On n'a plus jamais entendu parler de ces hommes par la suite. Et voilà qui met fin à ce petit tour autour de l'étang noir, l'étang de Noëd. Bien évidemment, cela ne reste que des histoires façonnées par le temps et l'imagination de l'être humain. Cela dit, la truite sautée de Noëd sonne plutôt bien comme nom de plat, vous ne trouvez pas? Évidemment, une fois n'est pas coutume, il y a toujours une créature un peu sanguinaire qui a commis son lot de souffrances dans nos régions. Dans les Pyrénées-Orientales, nous pourrons alors parler du babot, sorte de créature reptilienne ayant sévi autour des années 1300. La légende nous raconte qu'un 2 février au soir, une créature aurait surgi le long des berges de l'Agly. On ne sait pas exactement d'où elle est venue, mais c'est l'endroit de sa première apparition. L'animal se serait alors approché des murailles de Rivesaltes. Par chance, la ville était bien verrouillée. Par chance. Il ne fallait pas non plus trop y compter en réalité. La créature en longeant les remparts finit par trouver une brèche et parvint à s'y faufiler. Cette brèche porte aujourd'hui le nom de Forat d'Alfourne ou le trou du four. Le massacre qui s'ensuivit fut sans précédent. La créature tua 6 enfants, tous en bas âge, avant de disparaître par l'endroit même où elle était venue, laissant la cité dans un chaos et un émoi assez intense, comme on peut l'imaginer. On annula une procession qui devait avoir lieu le lendemain et des ouvriers rebouchèrent le trou dans l'urgence afin d'éviter un second massacre. Mais la créature parvint à ouvrir la brèche. Par chance, des veilleurs étaient parvenus à la repousser cette fois-ci. D'après les témoignages, la créature semblait avoir des yeux capables de lancer des flammes rouges. Au cours de la 3e nuit, ce fut le seigneur de Fraise lui-même qui monta la garde, et lorsque l'animal se montra, il parvint à le blesser mortellement. La créature s'en alla mourir près d'Ortolane, et les habitants parvinrent même à prélever une énorme côte de sa dépouille, que l'on peut voir à l'office du tourisme de Rivesaltes encore aujourd'hui. On sait que la créature était à mi-chemin entre un lézard et un crocodile, proche même d'un dinosaure selon témoignage. Ou du moins, c'est ce que l'on pense. Et c'est aussi ce que l'on peut voir dans la représentation de la dite créature lors de la fête du babot qui a lieu en août.
où une représentation en papier arpente alors les rues de la ville. Quant à la fameuse côte, malheureusement, nul mystère. Il s'agit en réalité d'une côte de baleine prélevée sur une carcasse échouée à Saint-Cyprien en 1828. De quoi mettre un petit coup à la légende, certes. Quoi qu'il en soit, le babot a marqué Rivesaltes et fait encore partie aujourd'hui de l'identité de la cité. Contrairement à ce que le nom laisse paraître, cette légende n'a rien à voir avec le conte connu de Peau d'âne, car nous allons bel et bien parler de sorcières pour cette histoire. Une aventure où la curiosité d'un homme ne l'aura pas amené à connaître la meilleure des expériences possibles. Dans un temps très ancien, il était de coutume pour des jeunes gens de se lancer un défi, celui d'aller dans les ruines d'un château pour y surprendre les sorcières bien connues de la région. Mais aucun d'entre eux n'avait eu le courage de s'y rendre jusqu'au bout. Cependant, comme vous vous en doutez, un homme a eu la curiosité et l'envie d'aller voir de quoi il en retournait. Ainsi, un samedi, de nuit, il se rendit dans les ruines et attendit patiemment l'arrivée des fameuses sorcières. Autant dire qu'il ne fut pas déçu, car elles étaient bien là au rendez-vous. Alors depuis sa cachette, il assista à un spectacle assez lugubre. Les sorcières avaient allumé un grand feu, disposé un chaudron et commencé leur rite impie. De nombreux ingrédients, tous plus insolites les uns que les autres, furent jetés au fond du chaudron, et la fumée qui s'en échappa prit des formes et couleurs indescriptibles. À la fin, vers minuit, les sorcières se regroupèrent autour et crièrent une incantation. Toutes se transformèrent en oiseaux noirs et s'envolèrent. Trop curieux pour se contenir, l'homme sortit alors de sa cachette et s'approcha du chaudron en ayant la mauvaise idée de vouloir les suivre par le même chemin. Mais un sort maudit l'empêcha de prononcer les bons mots, le transformant en âne. Paniqué mais toujours conscient de la situation, il tenta de suivre les sorcières envolées. Battant la campagne en hurlant de son cri animal, l'homme ne put jamais les rattraper et finit par revenir aux ruines du château en espérant retrouver forme humaine. Les sorcières qui étaient alors de retour aux ruines l'accueillirent à coups de moquerie. Il les supplia de lui rendre sa forme, et pour toute réponse, elles l'attachèrent et le rossèrent à coups de bâton, faisant tomber la peau d'âne de son corps jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme humaine, pour ensuite disparaître sans laisser aucune trace. Le curieux rentra chez lui tant bien que mal au matin, accueilli par ses proches et ses voisins qui l'aidèrent à se remettre. Mais jamais on ne reparla de cette histoire, et plus personne n'eut la brillante idée d'aller rendre visite aux sorcières. Au cours de nos aventures, nous avons déjà pu voir de nombreux fantômes, esprits frappeurs, fantômes hantant un lieu, et j'en passe. Mais il est un type de fantôme que nous n'avons pas encore pu voir. Eh bien cette histoire nous donne l'occasion de le découvrir. Tout commence par un meunier. Jeune et fort, il avait repris l'affaire familiale et son avenir semblait promettre une vie saine et fructueuse. Car l'homme était travailleur et son moulin se portait plutôt bien. Il ne manquait de rien, mangeait à sa faim, et les récoltes semblaient en bonne voie pour pérenniser. Cependant, c'était sans compter sur des événements étranges qui allaient doucement déranger son quotidien, offrant une tournure un peu plus lugubre à ses nuits. Car un soir, alors qu'il dormait à point fermé, la roue du moulin se mit à tourner sans aucune raison. Ajoutons à cela d'étranges bruits de pas qui auraient fait frémir le plus courageux des hommes. Lorsque le meunier prit le courage d'aller voir, il n'y avait personne. Craignant un voleur, il se cacha lorsque les pas s'approchèrent de sa chambre, mais rien ne vint d'autre que le matin et le calme qui s'ensuivit. Le lendemain, il barricada les entrées, et persuadé de pouvoir être tranquille, il se coucha. Mais le moulin se remit en marche dans la nuit, et cela recommençait les nuits suivantes jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de monter la garde pour comprendre qui lui jouait un tel tour. Au cours de la 6e nuit, il s'arma d'une torche et fit le tour du moulin dès l'instant où il démarra. Mais un coup de vent éteignit sa lumière et un profond soupir se fit entendre avant que les pas ne s'éloignent de lui. Et la 7e nuit, il avait acheté une lanterne hermétique, voulant à nouveau reprendre l'inconnu en flagrant délit. Il ne trouva dans la pièce de la meule qu'un simple oiseau blanc qui s'enfuit par une ouverture. Décontenancé, le meunier s'en alla voir le prêtre du village. Fort de ses conseils avisés, il attendit la 8e nuit pour s'y prendre autrement. Lorsque la présence fut là, il pria et demanda la raison de la présence du fantôme. Ce dernier répondit. Il s'agissait de son père, endetté de son vivant, et n'ayant pas trouvé la voie des cieux à cause de cela. Alors le meunier paya les dettes de son père qu'il avait vu naître, et le curé se chargea de faire une messe pour le repos de son âme. Ainsi le meunier ne fut plus jamais inquiété par la présence fantomatique, et put enfin reprendre sa vie. Ainsi se termine cette histoire. Le fantôme n'avait pas réellement de mauvaises intentions, il était simplement retenu par des contraintes de son vivant. Ce qui est souvent un cas de fantôme assez récurrent dans le genre, et le premier que nous aurons pu voir en vidéo.
Comme de coutume dans nos histoires, les amours brisés sont souvent assez représentés. Les ruines de Paracol ont connu une histoire de ce genre-là, avec un seigneur qui commit la faute de ne pas avoir tenu ses engagements. Au temps des chevaliers, loin de notre ère, les alentours de Paracol accueillirent une devineresse du nom de Guillerma et sa fille venue de loin. Leurs routes ne tardèrent pas à croiser le baron Guillaume Bernard de Paracol, qui tomba éperdument amoureux de la fille. Le mariage se fit dans le plus grand secret et un enfant fut conçu à la suite de cela. Malheureusement, l'homme ne demeura pas fidèle très longtemps et brisa le cœur de la jeune femme, conduisant cette dernière à mourir de chagrin. On ne revit plus Guillerma et l'enfant dès lors, partis sans se retourner, et le baron finit par épouser, en grande pompe cette fois, Aldoncia, la fille du baron de Damanova. Les réjouissances furent cependant brisées par l'arrivée impromptue de Guillerma. Elle maudit le couple, maudit leur avenir tout en présentant l'enfant de Guillaume, son véritable héritier, invoquant les cieux eux-mêmes comme bourreaux de sa sentence avant de repartir. La vie reprit dès lors, offrant 2 beaux enfants au baron Guillaume Bernard. Mais c'était sans compter sur un assaut de brigands qui mirent le château de Paracol à mal. Le seigneur, au détour d'une garde, prit en flagrant délit un soldat qui conspirait avec l'ennemi et reconnut alors Guillerma, qui était parvenue à vivre discrètement dans son propre château, se faisant passer pour un homme. Elle avait attiré l'ennemi à sa porte avec un plan ourdi sur plusieurs années. La femme subit alors un interrogatoire, l'homme voulant savoir quel était son plan. Elle avoua avoir empoisonné le fils qu'il avait eu avec Aldoncia, de même qu'elle lui confirma que son premier fils, devenu homme, resterait hors de sa portée. Sa vengeance était pleinement acquise, ses prédictions toujours exactes, et elle n'avait plus peur de mourir lorsque Guillaume rendit comme sentence la mort. Elle lui fit une dernière prédiction, une vision de mort qui survint quelque temps plus tard, d'une flèche en plein cœur. Seuls survécurent sa seconde femme et leur fille qui s'était enfuie pendant le siège. Quant à son premier fils, Raymond, il finit ses jours paisiblement dans la vallée de Molitke, en vue de ce qui restait du château de Paracol. Ainsi se termine cette histoire. Voilà comment se termine cette série de vidéos, disons, qui se sera peut-être fait un petit peu plus attendre. J'espère quand même qu'elles vous ont plu et que vous avez passé un bon moment devant, et que essentiellement le nouveau format vous plaît. Personnellement, j'ai bien aimé l'histoire du meunier, simple mais assez efficace, qui nous rappelle que le temps file et qu'il faut en profiter pour faire tout ce que nous avons à cœur d'accomplir. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la semaine, si le temps me le permet, pour une nouvelle fable, et bientôt une nouvelle histoire qu'on regardera ensemble. Quant au prochain épisode du Brasier des Halles, ou du moins la nouvelle série d'épisodes, ce se fera autour d'un département qui porte le même nom que la mer qui le borde. Vous pourrez y trouver aussi un dessert qu'on appelle la Turgoule. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à venir, portez-vous bien et à bientôt.